Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Late et Smart, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, en ce lundi soir, durant une heure. Voilà, comme chaque soir jusqu'au vendredi, avec mes deux invités, nous allons tenter d'analyser, de mieux comprendre l'actualité économique du moment. Voilà, comme tous les soirs, deux thèmes principaux ce soir vont nous occuper, en tout cas occuper nos méninges. En tout cas, tout d'abord, on va s'intéresser à ce qui est la grosse actualité judiciaire au business aux États-Unis. C'est le procès Epic Games versus Apple qui démarre aujourd'hui en Californie, au tribunal de Oakland. C'est pas loin de San Francisco, c'est de l'autre côté de la baie, si ma mémoire géographique est bonne. Epic qui reproche à Apple, notamment le principe de son Apple Store et son côté position dominante, et Apple Store qui se rémunère. Apple qui se rémunère sur non seulement les applications quand elles sont payantes et a fortiori sur tout le business qui peut être fait à l'intérieur des applications, fameux 30% prélevés. Voilà, est-ce que plus largement, déjà au-delà de ce sujet des applications et plus largement, est-ce que ça pose, c'est une nouvelle illustration des travers éventuels du modèle des plateformes au-delà du seul cas d'Apple. Ce sera le thème de notre premier débat. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on restera de ce côté-là de l'Atlantique, c'est-à-dire là-bas on s'intéressera à Warren Buffett. C'était samedi dernier l'assemblée générale annuelle de celui que les Américains appellent l'oracle de Omaha. Omaha, c'est une ville du Nebraska, c'est dans le milieu, à peu près au milieu des États-Unis, c'est le siège de Berkshire Hathaway, sa holding. Il a tenu son assemblée générale à distance, en vidéo. C'était samedi. Du coup, il y a toujours beaucoup de commentaires. Warren Buffett lui-même a dit qu'il n'avait pas fait une très très bonne année, même si les résultats sont très très loin d'être mauvais. Il s'est un peu excusé d'avoir vendu Apple trop tôt. Il a critiqué Wall Street, les niveaux trop élevés des marchés. Il a critiqué la vogue des SPAC. Il a critiqué tout le phénomène du trading largement démocratisé autour des opérateurs du style Robinhood. Il a parlé de casino. Alors, est-ce que c'est lui qui a raison? Est-ce que c'est encore un vieux sage, ou est-ce qu'il est un petit peu dépassé par peut-être le monde d'aujourd'hui, le monde de demain? Voilà, c'est un petit peu caricatural comme présentation. Warren Buffett est-il dépassé? Ce sera notre deuxième débat. Pour débattre ce soir, Philippe Wechter, bonsoir. Bonsoir, Chef économiste chez Ostrom Asset Management. Nicolas Deheppe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, fondateur et président d'Alchimie. Et je signale, vous avez sorti un livre récemment qui s'appelle, c'est tout un programme, et ça nous intéresse, votre énergie est inépuisable, aux éditions Isran. Voilà, on aura peut-être sûrement l'occasion tout à l'heure d'en dire deux mots. Merci en tout cas à tous les deux d'être avec moi ce soir. Tout de suite, notre question apéritif. On va évoquer le chef de l'État, Emmanuel Macron. En fin de semaine dernière, j'avais mis un point d'honneur dans l'émission et pas évoqué le nouveau calendrier de déconfinement présenté par le chef de l'État, qui avait très largement, jeudi et vendredi, occupé l'essentiel des médias. On le fait quand même un petit peu aujourd'hui. Emmanuel Macron qui, hier, dimanche, a mis en ligne un petit clip, par définition un petit clip gouvernemental qui met en scène ce calendrier de déconfinement avec ces fameuses dates, aujourd'hui le 3 mai, puis le 19 mai, puis début juin, puis fin juin, avec juste ces deux mots sur Twitter à l'occasion de la mise en ligne de ce clip. Nous retrouver, alors le clip c'est on va pas le passer, c'est de la com, c'est très beau, c'est des gens qui se retrouvent effectivement dans les familles, sur les terrasses des magasins, dans les stades, dans les salles de sport, dans les cinémas, etc. Commentaire sur Twitter du patron de la FEVAD. La FEVAD, c'est la Fédération de la vente à distance, François Monboise, qui dit: j'aurais préféré nous vacciner plutôt que nous retrouver. C'est un petit peu malhonnête parce que le chef de l'État, régulièrement, et encore il y a quelques jours, il tweet vacciner, mais voilà, quand même, c'est de la communication, ce petit clip. Alors, est-ce que ça vous plaît? Parce que c'est de l'énergie positive et qu'on en a besoin. Est-ce que ça vous gêne? Parce que c'est quand même, c'est gros comme une maison, que c'est de la com, un petit peu, on joue sur les émotions. Allez, vos deux regards. Allez, Philippe. C'est principalement de la com. Il faut faire passer le message. Il y a quelqu'un sur ma tweetline qui disait c'est un peu Emily in Paris. Oui, c'est ça, la série, c'était la série Netflix sur plein de clichés, quoi. Plein de clichés. Rien, l'État est dans son rôle de faire passer des messages. Après, à la situation d'être convaincante pour que, effectivement, ce clip
ce message soit finalement bien perçu ex post, pas simplement comme une com pour dire regardez, on fait les choses. Il brûle un peu ses vaisseaux, c'est-à-dire que là, pour le coup, il peut plus tellement. Il aura quand même du mal à revenir sur son calendrier, en fonction de la situation sanitaire. C'est-à-dire que non seulement il a donné des dates, il fait un clip. Dans le clip, il y a les dates. Enfin, je veux dire, ça. Oui, il rentre dans une logique où. Tout retour en arrière est impossible, à part peut-être un ou deux départements. Exactement. Et la question, c'est effectivement on est obligé de suivre. Comment va suivre l'état sanitaire du pays. Et là-dessus, il y a une prise de risque qui est loin d'être négligeable, parce que les données restent quand même préoccupantes, même si elles le sont moins qu'il y a quelques semaines. Nicolas, votre métier chez Alchimie, c'est la SVOD thématique, de contenu thématique en vidéo. Est-ce que c'est un bon contenu thématique, ce clip du chef de l'État, se retrouver avec déluge d'émotions sur les 4 dates à venir qui ont été annoncées en fin de semaine dernière? Oui, moi je pense que le chef de l'État résume assez bien la plus grande aspiration qu'il y a en France en ce moment, savoir renouer du lien social, se retrouver avec sa famille, ses amis, ses collègues. Et il y a une très forte demande de revivre en fait une vie normale. Alors, comme le dit François, est-ce que la vaccination est sur le chemin critique? Il faut absolument passer par cela. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais moi, je vous invite à lire, en tous les cas, l'étude de Microsoft qui est sortie la semaine dernière, qui a été menée auprès de 30 000 personnes à travers le monde sur le télétravail. Et les résultats sont aussi absolument stupéfiants sur cette immense fatigue. Plus on est bas dans les organigrammes, plus on est jeune. Et donc, je pense que le chef de l'État est... Plus on en a marre, sous-entendu? Oui, et une grande fatigue mentale, même une fatigue physique. Donc le en même temps qu'il manie à merveille, c'est oui, et en même temps il faut faire attention et avec le vaccin, et en même temps il faut être capable de faire attention aux troupes et à l'ensemble du pays. Et on le voit chez les jeunes, on le voit en bas dans les organigrammes, vous avez 40% des moins de 35 ans de mémoire qui pensent à démissionner tellement ils en ont marre et qu'ils aspirent encore à autre chose. Donc redonner une dynamique, redonner de la perspective, c'est quand même là aussi où on l'attend, juste au-delà de la com, puisqu'il faut faire de la com, mais redonner un petit peu une perspective. Ça me paraît en tous les cas nécessaire et incontournable. Du point de vue de la stratégie sanitaire, il y a, voilà, je disais brûler ses vaisseaux, mais globalement, c'est faut y aller, c'est-à-dire que c'est la stratégie vivre avec le virus, entre guillemets, versus la fameuse zéro Covid qui est défendue par certains. Lui, il a choisi son camp, le chef de l'État. Là, il entraîne tout le monde. Du point de vue, en général, il est plutôt soutenu, notamment dans les milieux économiques. Là-dessus, voilà, c'est on fonce, quoi, un peu son. Oui, mais je pense qu'il a fondamentalement raison, parce que moi, je regarde tout ça avec une certaine humilité et puis avec. Il faut ça sur les sujets sanitaires, enfin celui-là en tout cas. Quand on développe le côté potion magique avec le vaccin, alors que c'est pas un traitement, ça ne soigne pas, évidemment, ça protège contre les cas graves. Il est écrit nulle part que ça supprime le Covid, et donc à coup de mutations, de variants, il n'est pas écrit. Il vaut mieux en prendre son parti. Oui, que l'hiver prochain, on reparte pour un tour. Je ne le souhaite pas, parce qu'on aspire tous à autre chose. Mais un peu de pragmatisme et d'analyse des faits fait que se projeter dans un scénario où on trouve la juste distance entre nous, on ne fait pas n'importe quoi, un peu de vaccin, un peu de gestes barrières, un peu tout ça, c'est pas complètement fou non plus. Alors, il faut, entre dans les grands débats des pour, des contre, je pense qu'il trace une voie qui est au milieu. Et là, je lui suis plutôt reconnaissant sur ce coup-là. Philippe, en un mot, est-ce que vous diriez que avoir aussi la réouverture chez les autres, enfin, ou en tout cas chez d'autres, ça commence en Israël, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. De toute façon, un grand pays comme nous, en Europe, ne peut pas faire autrement que dire on fonce, on séquence le truc, mais on rouvre et on va vite revivre. Oui, mais les Anglais, par exemple, ont rouvert alors que les taux de gravité du Covid était bien moindre que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est toute la difficulté là. C'est-à-dire que le chef de l'État s'est engagé il y a 3 semaines, 1 mois ou 1 mois et demi, je ne sais plus la date exacte, sur finalement à la mi-mai, on réouvre tout, très bien, mais on reste toujours sur des niveaux sanitaires qui sont préoccupants. Et donc maintenant, il va falloir que sur toute la période jusqu'au 30 juin,
on ait une véritable amélioration pour que chacun d'entre nous ne s'imagine pas que à l'automne, il va falloir refiner. C'est là toute la difficulté du message et on peut espérer à côté et dans les semaines qui viennent avoir des choses qui permettent de valider cette stratégie. Et c'est pas simplement de l'aspiration de se dire oui, on a tous envie de se retrouver, c'est sûr, mais il faut qu'on ait les capacités de le faire. Et ça va être c'est un enjeu qui va être très fort. Et si ça marche, Emmanuel Macron sera le roi. Si ça marche pas, ce sera plus compliqué. C'est clair, in fine, voilà, c'est lui qui décide et c'est lui qui remet son mandat au jeu dans un an. Donc de fait, c'est un peu le jeu de la démocratie, tant mieux. Allez, tout de suite, le premier débat, même si on a un petit peu commencé. On arrête de vous embêter avec la vaccination et la stratégie du chef de l'État en matière de déconfinement. On part aux États-Unis et on va commenter ce procès avec un petit côté David contre Goliath. Une sorte de David contre Goliath, je le disais, c'est un gros David, parce qu'effectivement, Epic Games versus Apple, regardez le titre du Figaro, Epic Games et Apple se livrent une bataille royale, allusion au jeu évidemment, devant les tribunaux. Le créateur de Fortnite dénonce sa politique commerciale et les commissions imposées sur l'App Store, donc par Apple. Epic Games, ça ne va pas faire loin de 10 milliards de chiffre d'affaires, ça va faire une trentaine de milliards de capitalisation, donc c'est quand même déjà une grosse boîte, même si en face c'est encore beaucoup plus gros. Dans Le Monde, Jean-Michel Beza qui nous dit les plaignants espèrent que le géant mettra un genou à terre, parce que de fait c'est un procès avec des gros enjeux. Le Wall Street Journal, ce matin, Apple et le fabricant de Fortnite vont se mesurer l'un à l'autre en justice. Pour terminer, avant de vous lancer, ce tweet hier soir de Tim Sweeney, qui est donc le créateur, le fondateur et le patron de Epic Games, donc la maison mère de Fortnite. Traduction libre. Les débuts d'Apple ont joué un rôle clé dans ma vie, ont façonné ma vision de l'informatique, blabla. On le voit, manifestement, c'est lui, devant un Apple à l'époque. Tout le monde était libre de créer, de partager du logiciel et de développer des business comme il le voulait. Epic, deuxième tweet, est une entreprise construite à partir d'une aspiration à servir une nouvelle génération de développeurs et de clients d'une façon aussi ouverte et sportive pour aider que le faisait Apple quand ils ont inventé les ordinateurs personnels. Au moment où nous allons en justice, c'est pour ces libertés-là que nous nous battons. Alors là aussi, on est dans la com. Je parlais de Macron tout à l'heure, évidemment, que c'est aussi affaire de communication. En gros, les transactions à l'intérieur des applications qui sont commercialisées sur l'App Store, Apple prend 30% de tout quand il y a des transactions financières. Au sein de Fortnite, c'est pour ça que c'est un gros business. On achète des fonctionnalités, on achète des moyens d'être meilleur dans le jeu pour gagner à la fin. C'est un très très gros business et sur l'App Store. Apple prend 30% de tout. C'est ce que reproche Epic en disant voilà, c'est un abus de position dominante, même si, et là c'est l'argument d'Apple, Apple ne représente que 7% des joueurs et des joueurs de Fortnite. Est-ce que en fin de semaine dernière, la Commission européenne attaquait Apple sur autre chose, mais c'était également de l'abus de position dominante, c'était Apple Music. On voit que voilà, les menaces s'accumulent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois sur un sujet business et sur un sujet qui a valeur économique, tant effectivement ces modèles se sont développés. Philippe, est-ce que vous pensez que on insiste sur les enjeux de ce procès? Est-ce que vous êtes d'accord déjà sur le fait que c'est un procès à enjeu, parce que ça pourrait changer beaucoup de choses par rapport à ces plateformes qui ont on en parlait en fin de semaine dernière, qui ont des modèles croissants. Alors c'est le principe de la technologie, alors qu'en industrie c'était plutôt des théories avec des modèles décroissants. Et donc ça change tout, ça fait des énormes boîtes. Bref, ça nous emmène dans plein de sujets. C'est un procès clé. On est dans une période clé. Il y a ce procès qui s'ouvre, il y a effectivement la Commission européenne sur Apple Music. C'est toujours la même idée, être obligé de passer par Apple Store pour accéder à l'iPhone ou aux opérations, aux appareils Apple. C'est quelque chose qui est très contraignant. Mais dans le même temps, on voit que l'administration Biden est en train de mettre en place toute une stratégie
pour lutter contre les entreprises de plateforme. Il y a eu la semaine dernière... en tout cas, les contrôler ou les Ah non, ça va les plus limites. loin que ça. Ouais. Ça va plus loin que ça. Lina Khan, qui va être commissaire à la Federal Trade Commission, veut... C'est une adversaire féroce des GAFA. Elle veut casser. Elle est en cela en phase avec la Commission européenne. Donc, il y a une situation, un équilibre qui va changer et qui va être d'autant plus intéressant à suivre qu'il y a cette volonté de casser ces entreprises, de trouver les rendre plus transparentes, de limiter la concentration qu'il peut y avoir sur ces entreprises. Et dans le même temps, la réforme fiscale de Joe Biden sur les profits internationaux vont non pas fragilisés. Concerne également des entreprises comme Apple. Hein, concerne toutes ces entreprises qui sont en Europe basées à Dublin ou à Cork et qui bénéficient d'avantages fiscaux considérables. Ça pourrait basculer. Donc il y a une situation où ces entreprises de plateforme sont discutées à travers un premier procès, mais les administrations européennes et américaines, clairement, se retroussent les manches pour essayer d'avoir un environnement beaucoup plus concurrentiel, parce que c'est ça l'enjeu, c'est que ces grandes entreprises limitent au maximum la concurrence. Et donc, c'est quelque chose qui est pénalisant pour le bien-être de chacun. Alors, ils limitent la concurrence et en même temps, eux, ils se défendent. Hein, du point de vue d'Apple, ils disent que on donne accès, on donne accès à des centaines de millions de gens qui ont des petits appareils comme ça, sous marque Apple, puisque là, en l'occurrence, on parle d'Apple. Effectivement, il y a la même chose avec les téléphones Android. Nicolas, cet abus de position, cette position dominante mise en avant, ou en tout cas critiquée, ou en tout cas sur lequel alerte Epic Games, est-ce que ça vous... Entre les arguments des deux parties, alors ça va prendre 3 semaines ce procès, des dizaines d'avocats, on ne va pas trancher le sujet. Non, vous, votre sentiment d'entrepreneur, en plus d'entrepreneur dans le numérique, vous avez des applications, etc. Comment vous percevez cette bataille d'un gros David contre un très gros Goliath aux États-Unis? Elle va être structurante. Hein. Le résultat va donner une orientation sur la suite de la distribution dans le numérique. Mais si on reprend, on remonte un tout petit peu l'histoire, le problème, il porte moins sur la distribution que sur le paiement. En fait, la distribution, c'est vrai qu'ils ont créé des stores, et c'est pas que Apple, parce que vous avez Google Play, vous avez sur PS4, vous avez la Xbox, enfin, toutes les plateformes de toutes les consoles, de tous les terminaux ont des stores sur lesquels les développeurs extérieurs peuvent proposer leurs produits aux clients finaux. Et qui sont en moyenne autour de 30%. Et pour 30%, on vous amène du trafic, on vous amène le système de paiement, on vous amène toute l'infrastructure pour lancer votre business. C'est vrai qu'il y a quantité de jobs qui ont été créés, il y a quantité de boîtes qui ont été créées grâce à ces stores. Donc c'est un vrai plus. En revanche, le problème, il commence à intervenir quand vous avez pas la possibilité de facturer en dehors de l'app quand vous êtes dans l'Apple Store. Voilà, donc en l'occurrence, quand vous êtes Fortnite et que vous êtes effectivement David contre Goliath, enfin là vous êtes en train de passer sur du lourd, et que vous, ils ont joué, hein, ils ont lancé une app, ils avaient caché du code, et puis à bout d'un moment, ils ont dit, hop, maintenant, vous pouvez aller acheter toute votre monnaie virtuelle directement sur le site web, et donc Apple s'est retrouvé un tout petit peu pris au piège, et donc a pris comme sanction d'interdire. A déréférencé Fortnite de l'Apple Store. C'était donc en août dernier, hein, donc ça a été fait quasiment du jour au lendemain par Apple, alors que Fortnite, Epic Games, manifestement, préparait son coup depuis un certain temps. Hein, c'est ce que montrait l'instruction. Ça se passe déjà dans un petit contexte. Et ensuite, le vrai problème, c'est pas tant qu'ils prennent des commissions, c'est qu'ils imposent le fait qu'on doit absolument passer par le système de paiement d'Apple. Et donc là, on se retrouve dans cet élément-là, dans un abus de position dominante, parce que vous ne pouvez plus aller sur le site de Fortnite, payer avec votre carte bancaire et puis récupérer votre monnaie virtuelle directement dans votre app. Et ça, on retrouve exactement la même chose avec Spotify, qui est en France, en Europe, et qui s'est pour le moment tourné vers la Commission européenne, puisque quand vous avez une chaîne de droit où vous payez déjà beaucoup à l'industrie musicale, que vous avez Apple qui veut vous 30%, alors que le gros de vos clients s'abonnent via un site web et ensuite va devoir payer à travers l'app, c'est là où ça bug.
Et donc, en fait, oui, il y a un moment donné que les grandes plateformes ouvrent le marché, créent le marché, ça c'est un vrai plus, et il faut le reconnaître, mais qu'on ne puisse pas sortir du canevas, du corset créé à la fois pour des histoires de design, d'ergonomie, de paiement et ainsi de suite, c'est là où on a un petit problème, puisque en tant que, à ce moment-là, éditeur, on est complètement verrouillé, pieds et poings liés, avec droit de vie ou de mort, puisque leur problème ne s'est pas réglé devant les tribunaux au moment où il devait se régler. Il s'est réglé manu militari par Apple, et c'est comme ça qu'on se retrouve devant les tribunaux. Donc là, oui, il y a un vrai sujet. Maintenant, la bataille sur les commissions, en fait, elle a déjà réellement commencé, puisque Apple a baissé les siennes sur les petits... à moins d'$1 million par an. Donc comme ça, ça aide. On aurait pu imaginer que ça se passe dans l'autre sens. Pocket change, hein, voilà. Donc ils ont acheté de la com en faisant ça. Et puis il y a une grande bataille entre tous les GAFAM, hein, puisque finalement ils sont tous concernés. Là, on tape tous sur Apple en ce moment, mais Microsoft a eu bon jeu de faire un petit effet de com, lui, en baissant à 12%. Microsoft s'est plutôt mis du côté d'Epic Games. Voilà, mais pas sur la Xbox. Facebook suivait, mais s'est retiré. Voilà. Dernier moment, apparemment, il devait témoigner au profit, à charge contre Apple, et ils ont renoncé au dernier moment. Je pense que c'est là qu'est en plus la rupture la plus intéressante, c'est que vous avez un peu de jeu entre les GAFA. Facebook est quand même en charge complète en ce moment sur les histoires de pub vis-à-vis d'Apple. Et donc là, le rapport de force est est encore plus intéressant, plus équilibré. On passe de David contre Goliath à la guerre des titans, là, effectivement, si on cherche des Exactement. Des et donc là, maintenant, ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je trouve normal, c'est qu'à partir du moment où ces places de marché sont bien installées, bien identifiées, le côté de droit de vie ou de mort par une société privée sur plein d'autres petits acteurs, comme on l'a connu par le passé avec Google, qui faisait ses référencements naturels et qui changeait son algorithme et qui passait à la trappe quantité de boîtes du jour au lendemain. Ça allait quand c'était peut-être 1% de PIB, mais enfin maintenant que ça devient complètement central, c'est plus possible qu'il y ait juste une commission privée et qu'on n'ait aucun moyen de recours. Et plus on est petit, moins on puisse exister. Donc là, c'est très bien. Et moi, je vais regarder avec attention comment des gens musclés au niveau du jeu vidéo et qui en plus charismatiques comme le patron de Fortnite, enfin d'Epic, peuvent arriver à gérer la com. Est-ce que ça veut dire, Philippe, qu'on se dirige vers une réécriture complète des règles de la concurrence, parce que l'univers du numérique, l'univers des plateformes, ce saut quantique de la technologie qu'on a vécu là depuis 10-15 ans chamboule tout. Dans un autre genre, et Amazon aussi est accusé d'abus de position dominante parce qu'il est également distributeur et hébergeur en tant que plateforme. Donc on lui reproche de regarder ce qui marche et du coup de proposer un produit identique qu'il fabrique lui. On va vers une remise à plat des règles de concurrence, tellement les enjeux, y compris macroéconomiques. Nicolas nous dit on ne parle plus de petits acteurs, on parle de points de PIB au niveau mondial. Alors, il y a plusieurs choses. Sur le plan purement macroéconomique, les GAFA ne sont pas des contributeurs aussi forts qu'on l'imagine. C'est-à-dire que c'est gros. Ils contribuent plus en termes de valorisation boursière qu'en termes de PIB. C'est ce que vous... C'est pas tout à fait ça, mais ce qui a été montré, c'est que ces entreprises n'améliorent pas la productivité de l'économie américaine, par exemple, mais ont plutôt tendance à la pénaliser. Pourquoi ? Eh bien parce que, justement, quand ce sont des entreprises qui ont tendance à acheter des petites boîtes ici ou là, toutes ces petites boîtes qui, peut-être, à une autre époque, seraient devenues l'Apple d'aujourd'hui, se diluent dans ces grandes sociétés et ne permettent pas, justement, de créer une dynamique macroéconomique de concurrence qui permette d'avoir un jeu plus équitable. Tout à l'heure, vous parliez de rendement décroissant dans l'industrie. On a eu ces phénomènes. On a eu des entreprises qui ont pris le lead sur des entreprises déjà existantes, et puis c'est comme ça que ça a fonctionné. Là, effectivement, on est sur des situations où les grandes entreprises sont tellement puissantes qu'elles limitent à la fois la concurrence et l'efficacité macroéconomique. Et donc, tout l'enjeu de la régulation va être de redonner de l'efficacité au système et de la concurrence. C'est ça l'enjeu qui est ouvert aujourd'hui, mais qui est un enjeu extrêmement complexe parce que il faut pouvoir agir très vite
dans la gestion dès qu'on voit un problème, il faut pouvoir agir très vite pour que les données qui ont été accumulées ne soient pas déjà utilisées. Enfin, on est sur un bras de fer et toute la question, pour reprendre la comparaison que vous faisiez, c'est dans le bras de fer entre les GAFA et les administrations, qui va être David, qui va être Goliath. C'est ça la question. Pour l'instant... Qui est plus fort que qui dépend de qui a la main, en fait. Hein. Alors, ce qui est intéressant, quand même, c'est que la Commission européenne et peut-être la Federal Trade Commission aux États-Unis vont aller dans le même sens. Et donc, on peut avoir là des changements qui seront marquants, parce que finalement, une fois que vous êtes en procès aux États-Unis et en Europe, parce que les administrations locales ne valident plus votre modèle, qu'en Chine, c'est un autre modèle qui est là, ces grandes entreprises sont dans une situation très différente de celle où elles avaient le soutien de l'administration américaine quoi qu'il arrive, et les Européens ne pouvaient que de temps en temps faire un procès ici. On levait le doigt, mais ça n'avait pas grand enjeu. Et donc là, il y a un changement d'équilibre qui pourrait être intéressant à suivre et qui modifierait l'équilibre entre ces GAFA et puis qui permettrait l'arrivée de nouveaux concurrents. Le point clé dans les questions de concurrence, c'est le marché pertinent, sur lequel effectivement on évalue les parts de marché, etc. Est-ce que le marché des utilisateurs de smartphones Apple ou de produits Apple au sens large est en lui-même un marché pertinent, sur lequel, pour le coup, il y a un contrôle absolu d'Apple, mais c'est un marché, mais en même temps, c'est lui, enfin, c'est son produit. Ou est-ce que, parce que ce que dit Apple par rapport à Fortnite, c'est qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, iOS, en gros, l'iPhone, l'univers Apple, c'est que 7% du chiffre d'affaires de Fortnite. L'essentiel, c'est sur PlayStation, c'est sur Xbox, c'est sur Android, etc. Et en même temps, quand vous êtes une fois que vous êtes iPhone, globalement, vous êtes iPhone, donc vous êtes un peu prisonnier. Donc on pourrait considérer que le marché pertinent, c'est au sein de l'iPhone. Ça pose quand même des questions. C'est là où je disais, pour remettre un peu les règles à plat, ça pose quand même ça pose différemment les questions de concurrence par rapport à avant. Quand vous avez une voiture, vous n'êtes pas obligé de mettre une marque de pneus bien particulière. Ni une marque d'essence, oui. Ni une marque d'essence. Et donc, c'est ça la question. Oui. C'est là, ce que nous dit Apple, c'est si vous utilisez mes produits, il faut que vous alliez dans telle station-service, que vous fassiez nettoyer votre voiture à tel endroit et que les pneus soient de telle marque. Pourquoi ? Mais ça marche bien. Et c'est sécurisé parce qu'ils insistent beaucoup, notamment sur l'App Store. Je ne sais pas si c'est vrai qu'effectivement, tout cet argent, ces fameux 30%, qui est devenu le business le plus... Alors, pas le plus gros business d'Apple, mais qui est devenu le business le plus rentable chez Apple. C'est là où la marge est la plus importante, c'est là où la croissance est la plus importante. Les services par rapport au hardware, les téléphones. Pour revenir sur Spotify tout à l'heure, Apple Music ne paye pas les 30%. Et donc vous avez un déséquilibre de concurrence. Et en même temps, est-ce que Spotify existerait si Apple n'avait pas créé le smartphone ? Sûrement pas non plus. Donc c'est ça qui est... Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait que tout le monde soit mis avec des contributions équivalentes. Oui. Pour qu'on joue sur la même... Nicolas, sur cette idée ça rebat les règles de la concurrence, quand même, cet univers des plateformes, il faut penser un petit peu différemment, y compris en termes de marché pertinent. Oui, mais je pense que moi, ce que j'observe, c'est que ce qui se passe aux États-Unis, au passage, il se passe exactement la même chose en Chine au même moment, parce que quand vous avez Jack Ma qui disparaît de la circulation, vous voyez que... Non, mais c'est plus simple, en Chine, il n'y a pas de procès, il suffit de convoquer quelqu'un, on garde 3 semaines, on lui tape un peu dessus, il ressort, il a tout compris. Voilà, donc comme c'est pas une histoire de concurrence de ce côté-là, c'est qu'en fait, on est sur les prémices, c'est un angle d'attaque de plateformes ou de sociétés qui sont quand même devenues omnipotentes sur tous les sujets, portant maintenant un regard à la fois sur la démocratie, sur les mœurs, sur tout ce que vous voulez. Donc c'est même plus une histoire de savoir si moi je suis en concurrence avec le service d'Apple. C'est qu'en fait c'est carrément l'État qui est directement en concurrence avec Apple. Quand vous avez des interventions au moment de la campagne où vous avez le compte de Trump qui disparaît de Twitter, on a le droit quand même en tant que citoyen de s'interroger. Quand vous avez dans la foulée l'application Parler qui disparaît de Google, etc. C'est pas Apple, mais c'est les plateformes. C'est les plateformes, et donc en fait c'est tous ces sujets-là qui commencent à converger, et puis à un moment donné, comme il est difficile de devenir
venir les chercher encore sur des sujets de citoyenneté. Maintenant, venir les chercher là où ça fait mal, c'est-à-dire directement sur le porte-monnaie, la façon de réguler le sujet. Voilà, je pense qu'il faut quand même remettre tout ça dans le même cadre. Ça intervient sur le même type de sujet. Et puis après, c'est sûr que l'économie américaine repose depuis la nuit des temps sur une concurrence équitable pour faire valoir la liberté, la créativité et assurer d'avoir un écosystème positif et renouvelé, selon Schumpeter. Là, aujourd'hui, force est de constater quand même que c'est de plus en plus dur d'être une petite boîte. Moi, dans mon secteur, la SVOD, il y a des grands qui ont la possibilité de lancer des services. Ils font tout de suite ce qu'on appelle des bundles, des packages avec des offres qu'ils ont déjà par ailleurs. Donc, c'est même plus une histoire de 30%, c'est une histoire où même le consommateur paye plus et vous vous retrouvez avec ce genre d'acteurs en face, tout en même temps, ils ne payent pas forcément leurs taxes, ils ne payent en IS, pas la même TVA parce qu'ils ont optimisé en Europe, ils n'ont plus les équipes en France. Bon, ça devient quand même... Ce qui est spectaculaire, ce que vous suggériez un petit peu tout à l'heure dans cette affaire-ci, c'est que Epic Games, Fortnite se sent suffisamment soit motivés, soit costauds pour s'attaquer à Apple. Et c'est le cas de Spotify. Mais ils ne sont pas si nombreux que ça, les acteurs qui peuvent avoir les épaules ou en tout cas peuvent avoir un espèce de mouvement qui les pousse derrière eux pour s'attaquer à Apple qui est... En valo, ça ne veut pas tout dire, mais la plus grosse boîte du monde. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que disait Nicolas, c'est qu'il y a une redéfinition des rapports entre l'État et les entreprises. Ouais. Et ça, c'est un vrai changement. Et le fait qu'aux États-Unis, on ait dans le même temps un changement sur la fiscalité et un changement souhaité sur les règles de concurrence, ça veut dire que les gouvernements... localement, trouve qu'il est aujourd'hui nécessaire de reprendre la main. C'est-à-dire que depuis une quarantaine d'années, depuis la globalisation dans laquelle on vit, la dynamique de régulation était faite soit principalement par les banques centrales, soit par les grandes entreprises internationales. Et l'État était un petit peu derrière, bougeait, intervenait bien sûr, mais ce qu'on voit dans cette crise sanitaire et l'arrivée de Joe Biden, c'est que d'un seul coup, l'État redevient l'acteur principal du jeu. Les banques centrales n'ont plus la même capacité à intervenir et l'objectif aujourd'hui, c'est de tordre un petit peu ces entreprises par... le porte-monnaie via la fiscalité et puis via la régulation. Donc il y a un changement d'équilibre qui va être important et qui aura des conséquences forcément sur la façon de penser. C'est-à-dire tous les côtés très vertueux dont se parlent les GAFA pourraient être bousculés parce que on va voir comment les choses se passent, mais je pense que ça va être une période très intéressante, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, sur cette question. Et là, sur ce procès qui va durer 3 semaines, après j'imagine qu'on attendra le jugement, un certain temps peut-être, je ne suis pas spécialiste, en tout cas il y aura des effets en chaîne, effectivement, de jurisprudence, jurisprudence colossale, parce que ça concerne quasiment tout le monde dans l'univers de la tech, et aujourd'hui ça fait du monde. On marque une courte pause, vous restez avec nous, on s'intéressera à quelqu'un qui n'a pas attendu la technologie pour être milliardaire, lui, mais il a quand même saisi le train en marche, c'est Warren Buffett. À tout de suite. On se retrouve dans l'AT Smart. Merci de rester fidèle à l'émission. Deuxième débat. Vous voyez, l'intitulé s'est affiché en bas de l'écran. Warren Buffett est-il dépassé? Warren Buffett, ce matin, dans une interview à CNBC, c'est la première fois qu'il dit aussi explicitement qu'il annonce le nom de son probable successeur. Regardez cette dépêche Reuters. Warren Buffett, le monsieur s'appelle Greg Abel. C'est l'un des 2 vice-chairman. Enfin, c'est l'un des 2 patrons de division. Il y a celui qui dirige tout, Berkshire Hathaway, dans l'assurance, et celui qui dirige tout, Berkshire Hathaway, hors assurance. Ce monsieur Abel, c'est celui qui dirige la partie hors assurance. S'il m'arrive quelque chose dans la nuit, a priori, le conseil d'administration, demain matin, désignera ce monsieur pour me remplacer. C'est ce qu'il a dit. Il n'avait jamais été aussi clair. Voilà. Donc, en même temps, Warren Buffett, il a 90 ans. Son associé, Charlie Munger, il a 97 ans. Donc, c'est plus du tout jeune. Manifestement, ils ont encore bon pied, bon oeil. Ils ont tenu ce samedi 1er mai
Voilà, ils n'ont pas respecté la fête du travail, mais ce n'est pas la même fête du travail aux États-Unis, c'est pour ça. Ils ont tenu ce 1er mai leur assemblée générale annuelle en vidéo. Les Échos nous ont dit Warren Buffett fustige l'emballement des marchés pour les SPAC. Les SPAC, c'est ces structures, ces espèces de chèques en blanc, effectivement, montés par des investisseurs avant de savoir quoi ils vont acheter. Voilà, Warren Buffett, il a critiqué ça. Il a critiqué, alors il le fait souvent, hein, le niveau trop élevé des marchés financiers. Il a critiqué le côté casino de tous les nouveaux intervenants en bourse, notamment via les applications, les plateformes, comme Robinhood. On en avait pas mal parlé il y a quelques mois, donc on voit bien qu'il n'est pas dans son univers. Pendant longtemps, il était resté très à l'extérieur de l'univers des technologies, puis finalement, ces dernières années, il s'était mis, mais un petit peu à contre-temps. Il a quand même 120 milliards d'actions Apple, hein, 120 milliards de dollars d'actions Apple dans son portefeuille, mais il s'est excusé samedi encore. Il a vendu un peu tôt, manifestement. Il pensait que voilà, il a pas non plus compris pourquoi l'économie américaine rebondissait aussi fortement. Bref, c'est ce titre de ce petit papier dans l'opinion. Warren Buffett est-il toujours dans le coup, pour l'interrogation, avec un petit sous-titre amusant, OK Boomer. Il a dit encore une fois samedi lors de cette assemblée générale, je ne considère pas que nous sommes à un grand moment de l'histoire de Berkshire Hathaway. Encore une fois, j'ai donné son âge. 90 ans, Charlie Munger a 97 ans, il y en a, déjà ils sont toujours là et puis ils sont toujours actifs. Est-ce qu'il est toujours dans le coup? Est-ce que ce monde considéré comme certains comme extravagant, ça c'est plus la côté valorisation à Wall Street ou déconcertant par rapport à la révolution technologique? C'est facile à saisir quand on a cet âge-là. En même temps, il a énormément d'expérience. Est-ce que c'est selon vous, alors tout le monde a un avis sur Warren Buffett, c'est ça qui est en tout cas dans l'univers du business, c'est ça qui est amusant. Est-ce que c'est toujours un vieux sage ou est-ce que le vieux sage est un petit peu hors du coup, pour reprendre le titre un peu caricatural de Muriel Motte dans l'opinion ce matin, Nicolas? Bon, déjà, je souhaite à tout le monde d'être en forme à 90 ans et 97 ans comme ces deux messieurs. Il est toujours dans les 10 plus premières fortunes du monde, hein, on le rappelle. Ouais, voilà, alors moi je pense qu'il faut quand même juste le remettre dans ce contexte, puisqu'en fait ils se font quand même pas mal attaquer, enfin chahuter, pas attaquer dans leur assemblée générale, puisqu'en réalité ils se retrouvent eux aussi avec une montagne de cash, je crois qu'à peu près 150 milliards qui sont pas réellement investis. Et, ils font des rachats d'actions comme tout le monde. Et du coup ils courent derrière le marché tout en faisant leur rachat d'actions. Oui, Ce qui donne à penser qu'on est sur un manque de stratégie. Maintenant, quand on regarde un peu plus ce qui s'est passé, en fait, il pose des questions d'intérêt. C'est-à-dire qu'il dit, bon, les SPAC, c'est quoi le vrai intérêt? Le Bitcoin, c'est quoi l'intérêt pour la civilisation? Même, il utilise de cette monnaie de racketteurs, comme il dit. Les applications comme Robinhood, c'est quoi l'intérêt? Donc, en fait, je pense qu'il s'est retrouvé, sans doute, parce qu'il est quand même assez clairvoyant, à évaluer les drivers du marché, à se dire bon, tout ça n'a pas grand intérêt, ça va faire pchit parce que ça n'a pas d'intérêt de son point de vue. Après, on peut débattre s'il est dans le coup ou pas sur ce point-là, en l'occurrence. Et finalement, avoir un marché qui a été complètement tiré avec les afflux de liquidités et toutes ces applications, enfin, c'est ce qui a fait occuper le devant de la scène. Donc en fait, il n'a pas pris du tout cet emballement et se retrouve dans une situation où aujourd'hui, racheter des actifs quand vous avez des SPAC qui de toute façon doivent acheter à tout prix dans les 2 mois, vous courez derrière le prix des actifs. Et comme régulièrement, il a dit les actifs sont trop chers, donc je jette rien. Voilà, et lui reste, à mon avis, un grand pragmatique, nourri de bon sens et inscrit dans le temps long, là où les SPAC sont inscrits dans le temps court, et donc ratant les trains. Donc je pense qu'à court terme, il a probablement eu tort, parce que le marché est... Voilà. Sur le long terme, je continue de lui confier mon argent. Philippe, quand on est dans la finance, on connaît Warren Buffett depuis qu'on a démarré dans sa carrière. Comment vous jugez, alors non pas son bilan, son bilan était absolument incroyable en termes d'investisseurs, de retour sur investissement, matché par personne sur la durée. En revanche, la situation, voilà, aujourd'hui en 2021, par rapport à cette espèce d'interrogation quand même sur beaucoup de ce qui fait à la fois la vitalité des marchés financiers, la vitalité du capitalisme américain, même s'il n'est pas du tout critique. Hein, je sors une phrase qu'a sorti Fiorentino dans sa newsletter ce matin. Les Google et les Apple, au sens d'aujourd'hui, sont incroyables in terms of what they can earn on capital, c'est-à-dire ce qu'elle offre, voilà, ce qu'elle peut rapporter en termes de retour sur capital. Non, mais je pense que les interrogations qu'il a sont d'un certain sens légitime, parce que
on a vu les marchés boursiers s'emballer quand même de façon assez spectaculaire depuis plusieurs mois. Et quand on regardera l'histoire dans quelques années, on n'aura pas le sentiment qu'il y a eu sur le plan macroéconomique toutes les interrogations qu'on a pu avoir. Et puis il y a effectivement toutes ces questions sur les coquilles qui sont créées, que ce soit le Bitcoin, que ce soit les SPAC. De se dire finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une logique où il y a tellement de liquidités qu'on ne sait pas où placer ces liquidités, et donc tout le monde va au même endroit, et donc d'un seul coup tout s'accroît très vite. Est-ce que ça a du sens ou pas? Et en cela, ça rappelle un peu la situation de ce qu'on appelait la nouvelle économie à la fin des années 90, quand vous aviez des toutes petites boîtes où il n'y avait pas encore franchement de chiffre d'affaires, mais qui étaient cotées plus cher que Carrefour. Tout le monde, les analystes vous disaient oui, non, mais c'est normal, cette fois-ci c'est différent. Oui. Là, on est un peu, il y a un côté un peu similaire. Je dis pas que c'est Sauf pareil, que toutes les grosses boîtes de technologie ont affiché, elles ont commencé la semaine dernière, des résultats incroyables. C'est-à-dire qu'effectivement, enfin, en termes de progression, de chiffre d'affaires et de bénéfices, en tout cas les gros. Oui. Non, mais c'est juste. C'est ça aussi qui nourrit, même si d'ailleurs ça C'est juste dans l'esprit paradoxalement le parallèle, mais les boîtes qui sont concernées sont plus les mêmes. À la fin des années 90, on découvrait les technologies. Là, on a des choses qui sont beaucoup plus avancées, mais globalement, le message qu'on a depuis quelques mois sur les marchés, c'est de dire demain, on va tous être plus ou moins en télétravail, on va tous, la technologie va être très utile dans le monde de demain. Donc tout le monde s'est mis à aller sur les technologies et avec des performances absolument exceptionnelles. On parlait d'Apple, mais quand vous voyez la vitesse à laquelle la capitalisation d'Apple a augmenté sur l'année, c'est impressionnant. Est-ce que ça a du sens ou pas? C'est que tout le monde va au même endroit. Tout le monde veut les mêmes choses. Un côté grégaire, moutonnier sur les qui n'est pas nouveau, mais qui est particulièrement visible aujourd'hui. Particulièrement visible parce que vous n'avez pas franchement de diversification. Dans une époque plus normale, si je puis dire, les investisseurs ont des choix entre être bon père de famille en achetant des obligations d'État à 5%, et puis je veux dire, j'ai pas envie de prendre plus de risques que ça, mais aujourd'hui, les obligations d'État sont à 0. Donc il faut, il y a des choix à faire, des choses différentes à faire, et donc tout le monde va dans le même bateau, et on crée une situation qui forcément interroge, parce que les valorisations sont extrêmement chères, et est-ce que ça a du sens ou pas? C'est ça pour moi le sens du propos de... Bon, et en même temps, c'est toute la difficulté, évidemment, enfin en tout cas la spécificité du métier d'investisseur. Regardez, lors de cette Assemblée Générale de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, il a posé une question, combien des principales entreprises de 1989 sont encore sur la liste aujourd'hui? Alors quand il dit principales entreprises, il parle de valorisation boursière. Quand on est investisseur, on parle de valorisation boursière. La réponse, c'est quoi? 0. Regardez, cette liste a été présentée. Alors, bon, il y a peut-être un petit biais parce qu'il a choisi l'année 89. En 89, les plus grandes compagnies au monde en termes de valorisation boursière, déjà, il y avait que 6 américaines. Aujourd'hui, dans les 20 premières, il y en a 13. Donc, on voit l'effet de la technologie. Et il y avait un nombre incroyable de japonais. Ouais. Les 5 plus grosses, regardez, il y a le tableau que tu regardez proche dans ce tweet, là, Industrial Bank of Japan, Sumitomo Bank, Fuji Bank, Daiichi Kangyo Bank, c'est voilà, 4 banques japonaises, les 4 plus grosses entreprises en 89 au monde. Après, vous avez Exxon, salut, vous avez General Electric, salut, vous avez Tokyo Electric Power, on ne le voit plus non plus, IBM, ça existe toujours, mais enfin, c'est beaucoup plus bas, Toyota, AT&T, Nomura, encore un japonais, Royal Dutch, etc.
aucun des... Et voilà, aujourd'hui, c'est Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tencent, Tesla, Alibaba. Les Oui, mais trois quarts, ce qui est intéressant, c'est que... Et donc, effectivement, l'idée, c'est que voilà, c'est pas parce qu'il y a des mastodontes, on revient à la puissance des entreprises par rapport à d'autres aujourd'hui, que c'est forcément... ils sont forcément inexpugnables aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant à voir. C'était la question qui était posée à la fin des années 80 sur la valorisation du marché japonais. C'est-à-dire que la valeur du marché japonais paraissait à tous excessif par rapport à la situation de l'économie japonaise en tant que telle. C'était l'époque où on fantasmait tous sur le Japon. Quand vous alliez aux États-Unis, les bouquins sur le business... C'était la menace du Japon, c'était pas la Chine. Et donc... ça dans les films. Voilà, on a eu tout un tas de trucs autour de ça. Et finalement, l'économie japonaise a basculé. Et donc, ces valorisations sont effondrées littéralement. Les 40 000 qu'on avait sur le Nikkei sont encore un vieux rêve. Et donc, on a cette situation. Et la question de Buffett, c'est de se dire, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui ressemble un peu à ça? Et je trouve que, je sais, on n'a pas la réponse, mais je trouve que poser la question, c'est intéressant. Et puis, toutes les questions autour du Bitcoin, du SPAC, sont aussi pertinentes, me semble-t-il. Vous, Nicolas, tout à l'heure, vous citiez Schumpeter. C'est fascinant de voir quand même effectivement ces listes des plus grosses entreprises, effectivement sur une période qui est pas colossale. On était là en 89, de voir à quel point ça peut changer. Tellement aujourd'hui, on n'imagine pas que les GAFA puissent être déclassés, même à 20 ans. Enfin là, c'est 30 ans. Et pourtant. Évidemment, sur le papier, c'est possible. Oui, je disais, vous citiez Schumpeter, on voit que voilà, ça ne s'arrête jamais. On peut trébucher. Hein. Pour qu'il y ait création, il faut qu'il y ait destruction. On en parlait juste en aparté même déjà depuis le 17e, 18e, 19e siècle avant. C'est vrai que je pense que c'est dans la règle de la nature humaine. On est à chaque fois face à des monstres. On pense qu'ils sont là de manière éternelle. Et puis, à coup de rupture technologique, de régulation aussi, beaucoup, ces boîtes sont transformées et les actifs sont redistribués. Donc ça va quand même relativement vite. Sauf que là, je pense qu'en ce moment, on est quand même dans une période où les règles économiques n'existent plus trop. Il y a quand même tellement d'argent qui est imprimé, qui est injecté dans le système, qu'aujourd'hui, faire ces analyses-là avec des fondamentaux, des analyses fondamentales d'entreprise, je crois que c'est un peu peine perdue. C'est ce qui arrive à Warren Buffett. C'est il faut commencer à regarder maintenant avec finalement des grandes masses. Alors moi, c'est plus mon métier là-dessus, c'est plutôt le vôtre. Mais c'est vrai qu'il en parle à un moment donné. Il dit on est quand même dans une logique d'inflation. Je vends plus cher à mes clients et j'achète plus cher à mes entreprises. Donc l'inflation, elle est quand même là. Donc maintenant, comment elle se retraduit à un moment donné dans la vraie économie et comment tout ça va se cristalliser pour de vrai. Je pense que c'est tout. En fait, moi, je trouve ça intéressant. Il pose quand même vraiment les vraies bonnes questions parce que vous m'inviterez peut-être à ce moment-là. C'est quand tout ça va claquer et puis on se dira mais comment on l'avait pas vu, etc. Dans 30 ans, vous voulez dire, pour commenter la liste, peut-être même avant, de pourquoi on en était là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qui l'a vu à ce moment-là, parce que c'est en fait, moi j'étais là en 89, mais plus petit, mais finalement on n'invente rien. Enfin, les hommes ont une capacité à faire les mêmes erreurs et les reproduire dans des cycles qui est absolument fascinante, quoi. Il a dit, oui, vous disiez, c'est vrai, il a dit « We are seeing very substantial inflation ». Tout le monde dit qu'il y a de l'inflation, mais en fait, ce n'est pas un problème aux États-Unis. Pour l'instant, pas encore trop pour chez nous. Pour l'instant, c'est pas gênant. Si on prend les mesures telles qu'elles sont présentées, il n'y a pas de risque particulier. On est sur une inflation plutôt pétrolière, donc... Oui, non, mais même en termes de politique économique, on n'est pas du tout dans quelque chose de cohérent, puisqu'on rajoute du charbon à une machine qui est déjà en surchauffe aux États-Unis, mais pour aller la pousser. Donc tout ça, effectivement, par rapport à la thématique de est-ce qu'un vieux sage de 90 ans peut être un peu dépassé? C'est ça la question. Moi, j'ai fait un petit calcul sur le marché du travail américain. Si vous prenez l'allure du nombre de... Vous savez, tous les mois, premier vendredi de chaque mois, on a les créations d'emplois. Prenez ce chiffre et au mois de mars, il y a eu 916 000 créations d'emplois. Ce qui est énorme. Hein. Normalement, sur le cycle précédent, c'était 163 000 créations d'emplois par mois. Donc 916 000, c'est exceptionnel. Mais si vous prenez simplement les 6 derniers mois, on est à 370 000
création d'emplois. Ça veut dire que on va revenir sur la tendance du marché du travail d'avant crise sanitaire à la fin 2027. Ce que je veux dire, c'est que on n'est peut-être pas tant que ça. Enfin, si on tire la courbe, vous voulez dire. Si on tire la courbe, Oui. si tous les mois, Si on garde le même. si tous les mois, si on tirait la courbe. on crée 367 000 emplois aux États-Unis. Ça veut dire que la surchauffe est peut-être pas aussi simple que ça. Il va y avoir des secteurs en surchauffe. Enfin, quand on regarde le marché du travail américain, il y a des zones qui sont très chaudes, mais comme tout le temps. Mais on voit qu'il y a encore des situations qui sont en retrait par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'observer. Donc la surchauffe, pour l'instant, on ne la voit pas tant que ça. Moi, je voulais ajouter aussi que les Américains ont quand même compris depuis le début de la tech, maintenant que depuis quelques dizaines d'années, que la bourse était un outil incroyable de compétitivité économique. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas là, c'est qu'avec des valos de 1000 milliards, 1500 milliards, quand vous avez besoin de racheter des concurrents et que vous les rachetez avec du papier, en fait, vous pouvez vous payer toutes les boîtes du monde pour pas grand-chose et sans aucune dilution. Donc de cette façon-là, ils se sont construits aussi un moteur qui permet de récupérer toutes les technologies, d'éteindre la concurrence et de garder leurs entreprises. On revient à notre premier sujet sur les... Exactement. Ouais. Et nous, oui, on veut réguler, mais c'est un réflexe d'Européens. Bien sûr, il le faut. Mais on a aussi, à un moment donné, à se dire à quel moment on construit, à travers la bourse, un outil qui nous permet également de faire dans des boîtes, dans mon écosystème, des exits, comme on dit, c'est-à-dire d'être capable de faire grossir les boîtes et puis à un moment donné d'aller rencontrer des investisseurs individuels et continuer à les faire grossir plutôt que de les revendre nécessairement à des industriels américains ou des fonds américains. Donc c'est également un formidable outil qui va faire que les États-Unis gardent de l'avance. Donc quand on est dans une guerre technologique avec les Chinois, avec d'autres pays, les Européens sont encore sur ce côté-là un petit peu naïfs. Bon, en tout cas, longue vie à M. Buffett qui, voilà, malgré ses 90 ans et les 97 ans de son associé Charlie Munger, continue à donner des leçons au monde et à faire preuve de bon sens, parce que c'est quand même globalement un peu plutôt des leçons de sagesse. Hein, oui, mais ce qu'il faut, on parlait tout à l'heure je parlais de fiscalité. Buffett disait, il y a quelques années déjà, comment se fait-il que je paye moins d'impôts que ma secrétaire ? Et ça a été un facteur en pourcentage, hein. En pourcentage, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il fait partie un facteur de prise de conscience des déséquilibres qu'il y avait aux États-Unis. Il y avait d'un côté les analyses de Piketty sur la distribution des revenus et de quelques autres, et puis Buffett qui disait voilà, moi, la transcription de cette situation, c'est que je paye moins d'impôts que ma secrétaire. Il a été entendu par M. Biden. Allez, c'est les 5 dernières minutes. On va balayer un ou deux petits sujets. Rien à voir pour terminer l'émission. Je viens de dire que ce dont on allait parler n'avait rien à voir, mais j'ai tout faux, puisqu'au contraire, je voulais vous solliciter. On parlait de M. Buffett qui montrait une certaine circonspection vis-à-vis des crypto-monnaies et du Bitcoin. Alors, c'est pas tout à fait le Bitcoin, mais c'est quand même le même sujet. Regardez ce papier, c'était en fin de semaine dernière. C'était jeudi, je crois que la BEI, la Banque européenne d'investissement, a émis pour 100 millions d'euros d'obligations sur la blockchain. Alors, pour la BEI, comme pour les grosses institutions, 100 millions d'euros, c'est pas énorme. Ils ont plutôt d'habitude de faire des émissions en milliards. C'est un espèce de test, mais c'est une étape de plus qui montre que ces nouvelles technologies, où 99,9% des gens ne comprennent rien, commencent en termes de crypto-monnaie, de monnaie virtuelle, on savait que les investisseurs, les grands investisseurs américains ont dit qu'il faut prendre un peu de Bitcoin chacun, donc tout ça alimente le truc. Là, la BEI, c'est pas des spéculateurs, teste des choses, justement, une espèce de poisson pilote pour faire des émissions à partir de la blockchain. Pourquoi est-ce que vous pouvez nous expliquer la vertu de tout ça très rapidement, Philippe ? Le blockchain, on le voit à travers le Bitcoin, mais c'est surtout une construction technologique très sécurisée. Et donc, l'idée, ce que dit le papier, c'est que la Banque de France est intervenue à travers une monnaie blockchain, une monnaie banque centrale blockchain. Et donc, ça veut dire qu'on crée on fait une construction dans laquelle tous les éléments sont
sécurisé à tous les échelons. C'est-à-dire que les sociétés de gestion qui ont acheté ces obligations la reçoivent dans un cadre de blockchain. L'émission s'est faite comme ça, etc. Et donc on a tout un système sécurisé et dont la fragilité jusqu'à présent était l'absence de monnaie banque centrale sécurisée. Et donc là, ce à quoi réfléchissent toutes les grandes banques centrales. Là, on a l'impression d'un petit truc pour tester les choses. Là, on a une situation où l'ensemble de l'émission s'est faite de façon totalement sécurisée et sans avoir de risque de rupture, de fragilité, etc. Et c'est en cela que c'est... Est-ce que ça crédibilise par ailleurs les crypto-monnaies qui sont, alors c'est pas la même chose, mais qui sont quand même basées sur des technologies blockchain ou pas à ce On stade? est sur deux choses très différentes. C'est-à-dire que le rôle des monnaies banques centrales... C'est la même base, mais là c'est contrôlé, il y a des instituts d'émission, etc. Le but du jeu, c'est pas de spéculer sur le prix de la monnaie. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose de stable et de sécurisé. Je ne suis pas sûr qu'on soit sur quelque chose de stable sur le Bitcoin. C'est un autre sujet, on en reparlera largement, on l'a déjà fait souvent. Allez, pour terminer, on a commencé par parler sanitaire, on terminera l'émission avec un sujet sanitaire. Le tourisme français et la mobilité élèvent les contagions au Pays Basque. C'est ce qu'a écrit le quotidien espagnol El País. La proximité avec la France nous a pénalisés, ils ont profité des vacances pour passer la frontière, alors que chez eux, les chiffres de l'épidémie étaient très hauts. Bref, les touristes français, ils sont d'autant plus énervés, les Espagnols, qu'ils n'avaient pas eux-mêmes le droit de voyager entre régions au sein de l'Espagne, alors que les Français pouvaient venir en vacances chez eux, donc ça les a beaucoup agacés. Et en plus, on est accusés, nous Français, d'avoir relancé un peu la contagion au virus en Espagne. Il y aura beaucoup à dire à la fin de cette crise sur les enseignements qu'elle pose sur la façon dont l'Europe s'est comportée en matière de gestion de cette crise et en tant qu'Union européenne, non, Nicolas? Oui, puis avec l'été qui arrive, je pense que le sujet va être encore d'actualité. Ah, c'est pas fini. Oui. Il faut aller voir les Italiens, les Belges qui vont passer. Derrière ça, il y a le vrai problème de tous les pays dont le PIB dépend énormément de l'industrie du tourisme. La France, on n'est pas loin de 10 points, l'Espagne un petit peu au-dessus. Donc de toute façon, pour relancer l'économie, quand il n'y a plus l'argent facile, il faut bien que les touristes arrivent. Donc oui, on est face à ce dilemme permanent du en même temps, où il faut préserver l'économie et en même temps avoir les touristes, sans quoi on a des problèmes de chômage. La solution sera le pass sanitaire? Tout le monde c'était très critiqué. Finalement, on a l'impression qu'on va arriver à un consensus et que cet été, on sera tous capables de voyager en montrant un QR code sur notre smartphone si on est vacciné, non? Oui, moi, si on arrive à faire la démonstration dans le même temps que, ce qu'on lit, c'est qu'a priori, quand on est porteur du vaccin, on peut quand même encore transmettre le virus dans certains cas. C'est pas clair. Mais oui, vous avez raison, c'est pas clair dans le sens non plus. C'est pas clair. Donc moi, j'en sais rien. Au bout d'un moment, je veux bien acheter n'importe quelle solution qui soit un peu robuste, solide pour pouvoir faire des plans pour ma boîte et les développer. Pour le moment, j'ai que des questions partout et de la navigation à vue. Donc c'est loin d'être simple. Mais vivement l'été, puisque si c'est l'été avec les températures, quand ça va mieux, comme si c'est l'été les derniers. Il y a moins de virus, même si ça revient après. On va être tranquille pendant 2-3 mois avant de... En tout cas, manifestement, il y a un consensus en Europe pour que les Européens puissent voyager au sein de l'Europe cet été, d'une manière ou d'une autre. Après, on verra ce que ça donne à l'automne en termes de contamination. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut faire attention dans la communication, parce que tout ça fait quand même quantité de blessures. Créer des distances, créer des méfiances. Voilà, au Pays Basque, les Français, c'est les boucs émissaires, manifestement. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Et on ne va pas reconstruire l'Europe sur un claquement de doigts derrière. On s'arrête là. Merci, messieurs, d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Très bonne soirée, à demain.